bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Alors comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux où l'on se trouve. Bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, Culture Soccer, Africa ou bien l'AFC Corner. Je me permets également de vous rappeler, chers amis, que le second numéro de Lucarne Opposé Magazine est disponible sur notre site. Foncez vous le procurer. Un dossier football féminin sauce Lucarne Opposé, une rétro 1984, des tas d'histoires et de culture foot au programme. Ça en vaut la peine, je vous l'assure. C'est un parfum d'arepa qui va flotter sur ce 7ème épisode de Bola Latina puisque nous allons nous pencher sur ces nouveaux clubs qui prennent le pouvoir au Venezuela grâce à de mystérieux investisseurs venus de l'étranger. Pour cela, nous avons reçu le témoignage du milieu de terrain du Deportivo Lara, Ricardo Andreuti, une exclue Lucarne Opposé, ça messieurs dames. Mais avant toute chose, place aux noticias. Honneur aux dames et à la Copa América 2018 qui s'est déroulée au Chili du 4 au 22 avril. Le tournoi a été littéralement écrasé par la sélection de Sa Majesté Marta, qui remporte donc la compétition en gagnant ses 7 matchs avec une balance de 31 buts marqués pour 2 encaissés. As Rainhas do Samba valident donc au passage leur ticket pour les JO de 2020, ainsi que le Mondial 2019 en France, où les accompagneront les Chiliennes, auteurs d'un exploit national en terminant dauphine et en décrochant ce sésame mondial. Le podium est complété par les Argentines qui se qualifient donc pour le match de repêchage pour le Mondial, où elles affronteront les 4e de la zone CONCACAF. En Argentine, puisqu'on en parle alors que l'on pensait l'affaire plus ou moins ficelée pour Boca Juniors, les Xeneises ont finalement été victimes d'un léger coup de mou ces dernières semaines, laissant Godoy Cruz revenir à 6 points. Bon, il ne reste que 3 journées et 9 points à prendre et l'on voit tout de même mal les gars de Schelotto trembler au moment d'achever la bête. Et la prochaine journée devrait en principe clore les débats. Boca se déplacera sur le terrain du Gimnasia, le 23e, tandis que Godoy défiera San Martín de San Juan à domicile. Plus de détails sur le championnat, tout est écrit noir sur blanc sur Lucarne Opposé. De l'autre côté de l'estuaire a eu lieu le week-end dernier le Classico de Montevideo, Peñarol Nacional. Score final 1 but partout, réalisation de Cebolla Rodriguez sur coup franc et de Gonzalo Bueno. Un résultat qui arrange Nacional puisqu'il reste leader avec 2 points d'avance sur Peñarol et seulement 2 matchs à jouer. La surprise sur le terrain n'était pas tellement le jeu, assez lénifiant, mais sur le rond central, pas très rond que l'on pouvait voir sur les images du drone. Encore une fois, je vous recommande chaudement l'inside rédigé par Ken Fernandez qui était dans les travées de l'Estadio Centenario sur notre site. En bas du classement, c'est avec une immense joie que nous vous annonçons que Torque, le club racheté par le Manchester City Group, est gentiment en train de s'écraser dans le fond du classement avec une seule victoire depuis le début de la saison contre Peñarol. Un revers pour le foot business qui fait plaisir à tous ses contradicteurs. Retournons maintenant du côté aride de la Cordillère où la victoire de Colo-Colo lors du Super Classico n'a pas calmé les bisbilles internes comme l'on aurait pu le penser. Aníbal Mosa n'est finalement pas réélu à la tête des Blanco y Negro au profit de Gabriel Ruiz Tagle, c'est un peu difficile à prononcer, qui en prend donc les rênes. Conséquence, Pablo Guede quitte le banc de touche du Classique après avoir remporté un titre et réalisé des performances plus qu'honorables, et Héctor Tapia, qui fut dog lillois entre 2003 et 2004, le remplace pour la suite de la saison. Mais le chantier ne s'arrête pas là. On annonce également pour prendre le poste de directeur sportif l'immense Zamorano, dont je refuse l'idée d'avoir à le présenter, ou Sabino Agad, une sommité nationale en la matière. Le poste de directeur financier reste également à pourvoir et l'on y annonce Laurence Goldborn, ancien pré-candidat à la présidentielle. Eh ouais, carrément. En championnat, c'est la Católica qui est confortablement installée en tête du classement avec 6 points d'avance sur son dauphin, la U de Chile, qui est littéralement en train de s'écrouler depuis le Classico perdu. 6-1 et 7-0, voilà le tarif de ces 2 derniers matchs. Guillermo Hoyos en a logiquement fait les frais cette semaine en étant débarqué. En Équateur, le Barcelona plane sur le championnat comme son homonyme catalan, mais pourrait perdre gros à cause de vices de gestion. Si les dirigeants assurent que les comptes sont à jour pour 2018, il semblerait que les jaunes de Guayaquil restent menacés par de vieilles dettes non réglées,
dont la FIFA a fini par entendre parler, notamment une note de 480 000 $ due à son ancien joueur Brian Aleman. Salé. Le club a 60 jours pour régler cette histoire, auquel cas il encourt de sévères pertes de points, voire une relégation si les suspicions d'autres dettes se confirment, par exemple en ce qui concerne le cas Fabián Barreas, dont le passage au club remonte à 2013 tout de même. Au classement, la LDU de Quito et l'Independiente del Valle, respectivement second et troisième, attendent d'ailleurs avec impatience de connaître le fin mot de l'histoire. Allez, on repart au cœur de l'Amérique du Sud, bien au centre, voilà, au Paraguay, vous l'aurez compris, où Fernando Cardoso, joueur de l'Olimpia Asunción, vient de claquer 2 buts en 2 journées. So what, me direz-vous avec l'air perplexe d'un cocker curieux? Eh bien il se trouve que le petit Cardoso est né un 8 février 2001, ce qui fait de lui le premier joueur de ce nouveau millénaire à marquer en terre guarani et accessoirement le 5e à marquer à 17 ans, ayant entre autres pour prédécesseur un certain Roque Santa Cruz. L'équipe de Fernando Cardoso est d'ailleurs dans une forme olympique, bon elle était facile j'avoue, puisque leader du championnat avec 7 points d'avance sur le Nacional, second, et 11 sur son grand rival Cerro Porteño qui ferme le podium. On remonte ensuite au nord vers l'altiplano bolivien où suite à la publication d'une vidéo le montrant en train d'agresser un jeune homme dans une rue de Cochabamba, décidément j'adore le nom de cette ville, le sélectionneur Mauricio Soria a été contraint de renoncer à son poste. Un départ qui était de toute manière attendu puisque le nouveau président de la fédération, César Salinas, semblait ne pas compter sur lui pour le futur de la Verde. César Farias, actuel entraîneur de The Strongest, dont Salinas est l'ex-président, oui, est pressenti pour s'asseoir sur le banc de la sélection. En attendant, c'est un intérimaire qui sera désigné pour les amicaux de mai et juin. Côté championnat, ce n'est pas beaucoup plus glorieux. Lors de l'avant-dernière journée de la première phase, l'Universitario Sucre a dû se déplacer sur le terrain de Jorge Wilstermann avec une escouade composée de joueurs U18 dont le gardien avait même 15 ans. La raison, les joueurs pros étaient en grève pour non-paiement de salaire et ceux de la réserve n'étaient pas qualifiés pour la rencontre. Résultat des courses, 7 à rien à la pause et seuls 7 des minots de Sucre sont ensuite revenus des vestiaires avant que l'un d'eux ne feinte la blessure provoquant l'arrêt définitif du match sur ce même score. Pas de surprise au classement, toutes les grosses écuries sont qualifiées pour la seconde phase du tournoi. Ne reste qu'une place à prendre qui se jouera entre le promu Club Destroyer, si c'est le nom, et le Real Potosí. Chez le voisin péruvien, il ne reste également plus qu'une inconnue en ce qui concerne les finalistes de ce bel anneau 2018. Il s'agit de celui que désignera le groupe B après l'affrontement décisif de la dernière journée entre Melgar, second, et le Sport Huancayo, premier. Dans le groupe A, c'est le Sporting Cristal qui jouera cette finale, qualifié les doigts dans le nez avec 13 points d'avance sur l'Alianza Lima. Allez, on y est, destination le Venezuela dont le championnat est similaire à ceux du voisin colombien ou du Mexique, avec sa phase régulière à 18 clubs, puis sa Liguilla débutant au quart de finale. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ces nombreux clubs, donc sans grande histoire pour la plupart, qui viennent depuis quelques années truster les titres nationaux, ainsi que les places d'honneur. Avant de nous pencher sur le sujet avec Nicolas Cougo et Rodolphe Wilhelm, nous recevons dans Bola Latina Ricardo Andreuti, actuellement milieu de terrain du Deportivo Lara, l'une de ses jeunes équipes, mais également ancien joueur de l'équipe historique Caracas FC, et qui a eu la gentillesse de bien vouloir répondre à quelques-unes de nos interrogations. Bonjour Ricardo et bienvenue dans Bola Latina. L'on a l'impression sur ces dernières années que les clubs traditionnels vénézuéliens, comme le Caracas FC ou le Deportivo Táchira, laissent peu à peu leur place de favoris à de nouveaux venus comme le Deportivo Lara, Monagas ou encore le FC Zulia. Est-ce vrai ? Oui, tu as tout à fait raison, et c'est un peu un miroir de ce qui se passe au niveau mondial, avec la réduction des écarts entre différentes équipes via des investisseurs étrangers. Il y a aussi la gestion de l'investissement dans le pays, où des équipes ont plus de facilité que d'autres, grâce à des subventions venant du gouvernement ou de l'étranger, donc ce qui leur permet d'avoir de meilleurs joueurs. Aujourd'hui, ces entreprises privées venant de l'étranger permettent à de nouvelles équipes de jouer des coudes avec les clubs historiques. Il est maintenant difficile de voir une équipe remporter le championnat plusieurs fois de suite, comme le faisaient Caracas ou Táchira auparavant, parce que cela a apporté bien plus de compétitivité, mais aussi bien plus de spectacles. Et comment le vivent les supporters de ces clubs historiques ? Eh bien, j'ai eu l'opportunité de jouer pour le Caracas FC durant 3 ans, et j'ai d'ailleurs participé à leur dernier titre.
Le niveau d'exigence a augmenté, hein, et c'est-à-dire qu'à cause des difficultés à suivre économiquement et sportivement ces nouvelles équipes, les supporters sont devenus moins patients, faute de résultats. C'est quelque chose de normal et qui arrive aussi à d'autres grandes équipes qui possèdent une glorieuse histoire mais qui n'arrivent plus à gagner de titres. C'est ce qui arrive à Caracas mais aussi à Táchira. Ce qui nous aide par contre ici, c'est que notre culture du football n'est pas aussi grande que celle de pays comme le Brésil ou l'Argentine, où l'exigence est bien plus forte, poussant parfois à des actes lamentables, où il y a un véritable fanatisme, quoi. Saurais-tu nous expliquer pourquoi les nouveaux investisseurs se tournent plus vers de nouveaux clubs que vers les historiques? Bah écoute, ce sont de jeunes entrepreneurs, de jeunes entreprises venant de différents secteurs qui choisissent d'aider et de parier sur ce sport. Et le plus facile pour eux, c'est de le faire avec de jeunes équipes, en investissant petit à petit et d'améliorer la structure. Un club comme Caracas est déjà très structuré, et c'est d'ailleurs le seul club du pays qui parvient à s'auto-sustenter. Au Deportivo Táchira, c'est aussi beaucoup plus difficile d'entrer dans le capital, car c'est une très grande structure qui possède déjà une culture stable, très ancrée dans celle de sa ville, San Cristobal. Enfin bref, je considère que pour ces nouveaux investisseurs qui veulent se lancer dans le football, il est plus facile d'aller dans de petits clubs, des villes plus petites, où il est plus facile de travailler en fait. C'est ce qui s'est passé dans notre cas ou dans celui de Monagas par exemple. Et alors ces petites équipes, est-ce qu'elles ont gagné en popularité depuis leurs récents résultats? Eh bien écoute, ce qui se passe dans ce type de ville ou de province, comme partout dans le monde d'ailleurs, c'est qu'il y a un sentiment d'appartenance régionale qui fait que les gens s'approprient naturellement n'importe quelle équipe de n'importe quel sport. Bon après au Venezuela, la culture n'est peut-être pas encore assez grande pour parler de sentiment d'appartenance régionale ou municipale. Mais on ressent tout de même déjà une certaine empathie, beaucoup de chaleur autour de notre club du Deportivo Lara, dont les dernières années ont été plutôt réussies, et les gens commencent à s'identifier à l'équipe, à ce qui s'y passe, et je pense que c'est le cas pour le football au Venezuela de manière générale. Et donc, quel est l'intérêt de ces investisseurs étrangers d'investir dans le championnat d'un pays comme le Venezuela, qui vit, on le rappelle, une crise économique et politique majeure? Bon, je ne maîtrise pas tous les aspects techniques sur ce genre de sujet, mais il faut se rappeler que le dollar a beaucoup de pouvoir dans notre pays par sa valeur. Donc pour ces investisseurs qui entrent dans le capital des équipes avec des dollars, ça n'est pas très coûteux d'entretenir un club en bolivar, la monnaie nationale. Du coup, ce n'est pas très compliqué et pour eux, investir dans le sport est une bonne chose pour leur entreprise, au regard des dépenses, des coûts comparés aux impôts. Ça fait partie du business aussi. Bien sûr, la passion des supporters et l'amour du sport aident également, ça n'est donc pas trop risqué pour le secteur privé. Mais il y a également des équipes soutenues par le secteur public, par le gouvernement, comme le Zamora de l'État du Barinas par exemple. Pour eux, c'est beaucoup plus facile. Malgré tout, le baseball reste le sport roi au Venezuela, non? Oui, oui, c'est tout à fait ça pour le baseball. Ce sport est vraiment le passe-temps national et il y a beaucoup de passion et de fans pour ce sport. Moi-même, j'adore ça. Mais ce qui se pratique le plus dans les quartiers populaires, les barrios, ce qu'on appelle des favelas au Brésil, c'est le basketball. Par contre, chez les enfants, c'est au football qu'on joue le plus. Mais le sport qui reste le plus attractif au niveau national et historiquement, c'est définitivement le baseball, notamment au travers de l'influence des États-Unis que l'on a due au commerce du pétrole depuis 30, 40, 50 ans. Malgré tout, de plus en plus d'entreprises investissent dans le football et c'est cela qui nous permet d'avoir une meilleure visibilité qu'auparavant. Alors, en ce moment, le champion n'est jamais le même d'une saison à l'autre. Ça crée chaque fois une nouvelle équipe. Est-ce que c'est le symbole d'une instabilité de ces nouveaux clubs forts? Ce qui se passe, c'est que parfois ces nouveaux investisseurs placent beaucoup d'argent et ne restent que 2 ou 3 ans, puis s'en vont, laissant le club s'écrouler. C'est le problème de notre championnat où il manque de structure et de stabilité. Et c'est aussi là que le Caracas ou Tachira font la différence. Leurs structures sont plus solides, ont une meilleure base économique, ce qui leur permet de traverser le temps. Les nouveaux clubs, eux, restent dépendants de l'argent des nouveaux propriétaires qui gèrent cela selon leurs envies et provoquent de grandes instabilités qui les empêchent de travailler dans la continuité. C'est là le principal problème. Ce qui a changé depuis ces 3 dernières années, c'est que ces investisseurs tentent tout de même de créer un championnat avec des bases plus solides, chose sur laquelle on échouait toujours jusqu'alors. En 2007, le Venezuela a accueilli la Copa América et possède depuis des enceintes à grosse capacité. Mais malgré cela, les tribunes paraissent vides. Est-ce que tu sais pourquoi? Eh bien oui, on dit souvent que la Copa América 2017 a été un élément déclencheur d'où est venu le boom de notre football. C'est là que le processus de développement s'est accéléré pour nous, notamment au niveau des infrastructures et donc des stades. Mais le problème, c'est que les institutions et le gouvernement n'ont pas suivi la dynamique de cette compétition, n'y accordant ni l'attention ni le mérite que ces infrastructures nécessitent pour leur bon entretien. Pour le moment, tout ça se perd dans un coin. Les familles, normalement, viennent au stade, mais ces derniers temps, ce n'est pas le cas.
À Barquisimeto, c'est la même chose, malgré les demi-finales et la finale, ou encore en Libertadores, quand on a battu l'Independiente, le stade n'était toujours qu'à moitié rempli. Au baseball, les stades continuent d'être bien remplis, car à nos yeux, il y a un véritable show. Tu passes plus de temps dans le stade, à bavarder, etc. C'est ça la grande différence. La diferencia que existe. Alors pour terminer sur une note d'espoir, qu'espères-tu pour le futur du football vénézuélien? Mira, primero, Avant tout, ce qui me préoccupe et ce qui j'espère ira vite mieux, c'est le futur du pays de manière générale. Je crois que quand il y aura des changements dans la partie sociopolitique, la partie économique s'améliorera. À partir de cela, je pense que tout ira mieux et je suis certain que le football aussi. Voilà mes premières préoccupations concernant le politico-social et l'économie. Si l'on voit un changement dans ce sens, le football vénézuélien ira aussi mieux. Aujourd'hui, le football donne un peu d'espoir car ces nouveaux investisseurs prennent vraiment les rênes de notre football avec une mentalité plus progressiste. Je trouve qu'ils voient mieux les choses sur le long terme notamment. C'est comme ça que notre football continue d'avancer lentement, pas à pas, peut-être pas comme il le devrait, mais sans trop souffrir au regard de la réalité de notre pays aujourd'hui. de la realidad como país que tiene Venezuela. Eh ben, merci beaucoup Ricardo pour le temps que tu nous as accordé. Tout Lucarne Opposé te souhaite une superbe saison. Alors débriefons maintenant cette interview et approfondissons le sujet avec Rodolphe Wilhelm et Nicolas Cougo, que l'on ne présente plus, tous deux fins connaisseurs du football vénézuélien. Pour approfondir donc cette interview de Ricardo Andreuti, j'appelle à la barre nos deux spécialistes, on va dire, spécialistes, enfin, en tout cas ceux qui connaissent le mieux le football vénézuélien et le Venezuela chez Lucarne Opposé. Je parle bien sûr de notre rédacteur en chef, Nicolas Cougo. Comment vas-tu, Nico? Salut Simon, bah écoute, ça va bien, ça va bien. Et de notre Racingman, Rodolphe Wilhelm. Que onda, Rodolphe? Bueno, todo bien. Salut tout le monde. Alors, messieurs, vous avez réalisé l'interview en même temps que moi. On l'a réécouté ensemble. Monsieur Andreuti, Seigneur Andreuti, même s'il nous apprend énormément de choses sur le football vénézuélien, sur ces nouvelles mouvances du football vénézuélien et un peu là où on est, ce sport dans ce pays. Il ne s'étend pas, il n'approfondit pas un point un peu spécial de ce thème, ce qu'on peut comprendre en sa qualité de joueur pour l'un de ces nouveaux clubs, c'est-à-dire que quand il parle de ces nouveaux investisseurs, il ne s'étend pas forcément sur leur identité ou sur leur propreté. C'est-à-dire qu'il nous a bien confirmé que ces investisseurs étaient étrangers, qu'ils apportaient énormément d'argent, mais il ne s'est pas attendu dessus. Encore une fois, moi, franchement, je le comprends. Hein. Mais on sait par d'autres biais de médias que cet argent n'est pas forcément des plus propres et qu'au Venezuela, avec la crise économique qu'il subit, est cible de nombreux narcotrafiquants et de nombreux blanchissements d'argent. Et logiquement, est-ce qu'on peut penser que ces nouveaux investisseurs en font partie, ces narcotrafiquants, ou en tout cas de tout ce système, et que l'argent investi dans ces clubs fait partie d'un vaste réseau de blanchiment d'argent? Qu'en pensez-vous, messieurs? Un sujet très épineux. Non, mais après, c'est une vraie question. On sait que on a des exemples historiques, j'ai envie de dire, pas très loin dans la région, serait-ce que chez les voisins colombiens, où on sait comment les narcos ont mis les pieds dans le football fin des années 70, début des années 80. Ils ont profité d'une vraie crise économique pour prendre le contrôle des clubs. Au-delà des narcos, on sait très bien aussi qu'un pays qui est en crise économique est une cible quand on veut, par exemple, pas forcément quand on est un narco, mais quelle que soit notre activité plus ou moins légale, quand on veut blanchir un petit peu d'argent, on vise des pays comme ça. On a des exemples, on sait qu'il y a eu des papiers assez récents qui ont montré que le Venezuela était je ne vais pas dire le pays phare en termes de blanchiment d'argent, mais qu'il commençait à attirer de plus en plus de monde. On a aussi des exemples au niveau du football. Je pense bien sûr à Gran Valencia, qui est un club de seconde division, il me semble, qui a été puni très récemment sur des histoires, évidemment, des comptes obscurs. Et plus actuel, un club que l'on connaît un peu mieux, le Deportivo Anzoátegui,
qui ne sait pas, alors qu'il ne sait pas s'il va reprendre le championnat. Je ne sais pas s'il l'a repris. Je n'ai pas cette information, mais en tout cas qui passe actuellement par des grands troubles et qui est sous la lumière des enquêteurs vénézuéliens. Ouais, c'est exactement ça. On a ces soucis-là, c'est-à-dire qu'on a les soucis de potentiel blanchiment d'argent. Donc, tu parlais de Gran Valencia, c'est l'exemple typique, puisque l'affaire, elle a quoi? Elle a 3 mois, 4 mois, où justement, là, pour le coup, ils sont plusieurs à avoir été arrêtés et il y a des accusations de blanchiment d'argent. Mais on sait aussi que le football vénézuélien, il est ciblé par comment dirais-je, des tentatives de corruption de certains joueurs, d'achat de matchs. Il y a des mouvements d'argent qui viennent de l'étranger. Et l'étranger, on sait où il est, hein, quand il s'agit de truquer quelques paris sportifs, ça vient de Hong Kong et de Chine très souvent. Donc il y a toute une toile qui est en train comment dirais-je, de se tisser autour du pays. Et c'est vrai que Ricardo parle de ces nouveaux investisseurs. Sans jamais trop les citer. D'ailleurs, on a beaucoup de nouveaux investisseurs dont on ne sait pas vraiment qui ils sont, hein. Voilà. Et lui non plus ne s'épanche pas. Comme tu dis, je comprends aussi qu'il ne s'épanche pas là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir suivre avec attention parce que il y a cette ombre qui plane autour du football. Et le fait aussi, et il le dit, hein, un petit peu dans l'interview, le fait que dans l'interview, on parle de l'instabilité du championnat, hein. Le fait, par exemple, qu'ils disent que voilà, il y a parfois des investisseurs qui arrivent et puis qui repartent. Exactement. Je rappelle que Ricardo dit que certains investisseurs arrivent pour 2 ou 3 saisons avant de plier bagage, ce qui, on ne se le cache pas, est assez suspect. Exactement. Je pense que voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Voilà, on sait qu'on est dans un pays qui est dans une grave crise politique, sociale, économique, enfin voilà. Et donc forcément, on sait très bien le football, parce que c'est quand même pas anodin d'entendre dire, les investisseurs, ils vont quand même, c'est plus facile d'aller chercher des clubs, des petits clubs, des clubs de D2 ou des petits clubs. Je sais pas. Ouais, Je exactement. trouve ça. Non, mais exactement, Nico, tu as tout à fait raison. Et qu'en penses-tu justement, Rodolphe, toi? C'est exactement ce que vous avez dit. Par exemple, le cas Anzea-Tegui, il y a eu des cas de matchs truqués. Donc, il y a aussi les matchs truqués qui rentrent en compte. On a vu des nouveaux investisseurs, comme tu as dit, qui achètent le club, qui restent 2-3 ans et qui partent. Des investisseurs, que ce soit des clubs les plus connus comme le Deportivo Táchira, comme les Mineros de Guarana, qui ont des nouveaux investisseurs de grands groupes qui restent quelques années et puis qui partent. On a aussi, c'est aussi mêlé à la politique, comme le gouverneur de Maracaibo, qui a un passé assez sulfureux, qui a un club qui est aux portes de la première division. Donc, il y a pas mal de cas de corruption, de matchs truqués qui s'en mêlent dans les différents matchs, et que ça soit en première, deuxième division, et puis encore les plus petites, il n'y a pas besoin parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc, ça se passe surtout en première division et un peu en deuxième, quoi. Et une question, ça peut être, parce que le football vénézuélien commence à obtenir un peu de visibilité depuis une dizaine d'années, hein, grâce notamment aux performances de la Vinotinto. Et puis, voilà, il y a la crise depuis maintenant, c'est 2013, 2014, le début de la crise, 2015, Ouais, plus même que ça. avant, hein. Même Ouais, avant, 2013. hein. Et, Je pense même. comment dire, et ma question est celle-ci, c'est de savoir si ces histoires de corruption, est-ce qu'elles étaient déjà présentes avant à cette échelle-là, possiblement, ou est-ce qu'elles sont vraiment dues à cette crise politique et économique et du coup à cette fragilité du pays? Écoute, la corruption, il y en a toujours eu de toute façon. Que ça soit à petite ou à grande échelle, il y en a toujours eu. Après, je pense que comme tu l'as bien résumé, le fait que la crise perdure et qui est encore la crise qui dure et qui devient de plus en plus difficile dans un pays comme le Venezuela, il y a en même temps la crise du dollar, parce qu'il ne faut pas oublier que le dollar au Venezuela est contrôlé par l'État. Donc il y a aussi le taux de change qui a beaucoup fait de mal au pays, et surtout au niveau du football aussi, pour faire venir des joueurs à l'étranger. Si tu regardes maintenant, par exemple, le Deportivo Lara, hier soir, je crois qu'ils ont 3 joueurs étrangers dedans, maximum, peut-être 2. Je crois que ça doit être un Paraguayen, un Colombien. Donc, il y a aussi le manque d'attractivité, que ce soit avec la situation géopolitique et la situation du taux de change.
Donc, pour revenir sur le sujet de la contrebande et de tout ce qui est la manigance avec les matchs truqués et tout, il y en a toujours eu. Je pense que c'est juste depuis quelques années, ça s'est amplifié, tout simplement. Il faut pas oublier que l'ancien président Esquivel est tombé pour des faits de corruption, d'argent détourné, notamment des droits télé et des droits télé. Donc voilà, après on sait, enfin, je veux pas caricaturer, on va pas caricaturer, c'est pas nous qui, sur Lucarne Opposée, qui allons caricaturer, mais la corruption fait quand même partie des mœurs et des us et coutumes Ouais, presque de chacun des exactement. pays d'Amérique du Sud. Mais il est vrai que, voilà, Esquivel est tombé il y a quoi? Il y a 2 ans, 2015, il est tombé Esquivel, hein, c'est ça? Ouais. Euh, et il était président de la Fédé. Et après, comme dit Rodolphe, il y a aussi ses accointances politiques. Il y a cette crise du dollar. D'ailleurs, Ricardo Andreotti parle de ces investisseurs étrangers qui arrivent avec des dollars. C'est important, hein, comme précision parce que tu vois, ça te dit encore plus qu'il y a quelque chose de peut-être pas très clair dans l'histoire. Voilà, c'est tout un réseau d'arguments qui nous laisse un petit peu douter sur le côté humaniste de ces hommes-là qui viennent que pour 2-3 ans. On va voir, je ne suis pas convaincu que ça aide beaucoup le football vénézuélien au niveau des clubs, parce que j'ai pas l'impression que ça investit en dessous, parce qu'il y a, ok, tu peux être, même si je suis d'accord avec Rodolphe, l'attractivité, c'est compliqué hein, d'attirer des joueurs vénézuéliens en ce moment, mais bon, j'ai pas l'impression que ça construise vraiment des masses dessous au niveau des clubs. Normalement, c'est ce que tu attends d'un investisseur qui arrive avec un projet sportif. Bah, Ouais, justement, exactement. d'ailleurs, au niveau, ce que je voulais aussi aborder une partie de tout cela, c'était le fait que tu avais commencé à l'aborder. Voilà ce que je voulais dire. Tu avais commencé à en parler rapidement tout à l'heure, Nicolas. C'était le fait que ces investisseurs s'attaquent à des petits clubs, à des petites villes, parce que moins structurés et du coup plus malléables, et aussi comment dire, plus discrète, parce que plus en recul et moins dans la lumière qu'un gros club comme le FC Caracas ou Táchira. Est-ce que, est-ce que ça aussi, c'est pas un petit peu une preuve d'une volonté d'agir en discrétion? Ça, et le fait de s'attaquer plus au football qu'au baseball, que Ricardo nous l'a confirmé, reste le sport numéro 1 au Venezuela. Pour répondre un peu, de toute façon, le baseball est ancré depuis, on va dire, plus longtemps que le football, aussi avec l'arrivée dans les années 1900 des Américains. C'est pour ça aussi que le baseball est en avance. Les Américains, les ingénieurs qui sont venus avec les Exxon et autres ont implanté le baseball un peu avant le football et l'arrivée des étrangers. Mais les clubs de baseball sont plus ancrés, ont une histoire plus importante, comme les Leones de Caracas, les Tiburones de La Guaira et ce genre de clubs. Donc, c'est plus compliqué à rentrer dedans. C'est un autre système dedans. Alors que les clubs de foot, comme tu l'as bien dit, ça va et ça vient, à part les grands du pays, comme le Caracas, le Táchira, qui sont toujours là malgré les années, qui ont quand même une structure assez solide, comme Ricardo l'a dit. C'est vrai que dans les petites villes, qui ont aussi grandi grâce à la Copa, la Copa América, avec des installations énormes, des stades de 40-50 000 places, comme les Mineros de Guarana, qui ont un stade de 50 000 places, et il y a à chaque match peut-être 4-5 000 personnes. Et ben, tu peux peut-être plus en profiter sans que les autorités, ou en tout cas peut-être avec les autorités, mais en tout cas, ça fera moins de bruit car c'est dans des plus petites villes, quoi. Et Ouais, et comme dit vas-y. Rodolphe, et comme le dit Ricardo dans l'interview, c'est plus compliqué de s'attaquer à des Caracas ou à des Táchira, indépendamment de l'histoire. Et Rodolphe le dit, hein, de toute façon, de manière générale, les clubs vénézuéliens, tu t'amuses à regarder leur date de naissance à la plupart. C'est pas très très vieux hein, dans l'ensemble. Il parlait de la Guaira qui est installée en termes de baseball depuis voilà. Le club de foot, en tant que La Guaira, c'est 2013, hein, il me semble. Donc, tu vois, c'est un bébé. Mais des clubs comme, pour en revenir au truc, des clubs comme Caracas ou Táchira, c'est plus compliqué de venir s'y toucher parce que ce sont déjà des institutions et aussi des institutions locales. Ricardo le dit, hein, que Táchira, il est vraiment ancré dans la culture de la ville. Donc ça, tu peux pas arriver discretos et commencer à essayer de faire tes petites magouilles dans un club qui est ancré. Et il y a un autre exemple qui, lui, échappe à ça, c'est Zamora, parce que Zamora, c'est aussi un objet politique, c'est la famille Chavez qui est derrière. Donc lui, il est intouchable pour l'instant par les étrangers. D'ailleurs, lui, il fonctionne depuis plusieurs années. Le projet, il est sur un peu plusieurs années. Et il a porté ses fruits sur plusieurs années. C'est un des rares à être stable ces derniers temps. Au Brésil, au Venezuela, depuis quoi 5-6 ans. Ils sont stables, Zamora.
Oui, d'ailleurs, Ricardo rappelle bien que certains de ces clubs, et notamment donc, il cite le Zamora, Caracas et Táchira, voilà, sont comment dire, alimentés par pas mal de fonds publics, Ouais. contrairement aux autres Zulia petits aussi. clubs. Tu peux Zulia, le dire aussi. Zulia aussi a la compagnie de pétrole nationale en sponsor principal et tient grâce à ça aussi à quelques résultats grâce à ça. mais pour terminer, et ben terminons d'ailleurs comme le termine Ricardo, puisqu'on essaye de terminer sur une note d'espoir avec Ricardo à la fin de l'interview. Et lui, pareil, tu avais amorcé un petit peu ce point-là, Nicolas. Lui semble nous dire que malgré toute chose, il reste assez optimiste concernant l'apport de ces investisseurs, aussi éphémères soit-il, et que cela aide à structurer petit à petit le foot vénézuélien. Qu'en pensez-vous? Toi, tu parais beaucoup plus pessimiste, Nicolas. Ouais, je suis un petit peu plus pessimiste parce que j'ai du mal pour l'instant à voir ce qu'on appelle un peu pompeusement, mais j'ai du mal à voir les projets sportifs qui sont derrière ces clubs-là. J'ai du mal à voir comment un investisseur qui reste pour 2 ans peut aider le football vénézuélien à se développer. On va me dire, il va retenir les joueurs. Je m'aperçois que la plupart des très bons joueurs vénézuéliens se tirent tous en MLS. Donc, ça, c'est l'argument, il a du mal à tenir. Tu vois, j'ai plus envie de dire que s'il y a un espoir au Venezuela, il est uniquement avec les sélections. J'ai beaucoup de mal à voir un vrai travail fait par les clubs, que ça soit pour toutes les raisons qu'on a évoquées ici. Si on doit se terminer sur une note d'espoir, pour l'instant, j'ai l'impression que le seul endroit où pour l'instant ça échappe à l'extérieur et où ça travaille de manière cohérente sur du long terme, c'est la sélection et c'est quelque chose qui est mis en place depuis quelques temps. À voir si ça tiendra, à voir si ça résistera. Mais c'est vrai qu'au niveau des clubs, je suis un petit peu plus pessimiste. Ok, il y a un petit peu plus de concurrence pour les gros, mais si plus personne n'arrive à suivre le club du moment sur une période d'un an ou deux, voilà, à long terme, je vois pas les bénéfices. Et toi, Rodolphe, qui, de par tes activités, est souvent régulièrement en contact avec des écoles de football au Venezuela, qu'en penses-tu? Écoute, comme tu le dis avec l'organisation, je rejoins à presque 100% Nico. Le problème, c'est que la plupart des joueurs partent parce que je suis en relation même avec, par exemple, des internationaux et quand tu vois les salaires, ils gagnent peut-être $100 par mois. Pour un international, tu peux pas tenir dans un pays comme ça avec la crise, l'inflation. Donc la plupart partent et comme le dit Nico, le seul moyen de subvenir, de tenir, c'est la sélection. Sans la sélection, à part un club ou deux qui ont des beaux modèles de formation comme le Caracas Football Club ou le Deportivo Táchira, les autres, ils vont rien faire. Tu peux pas avoir un projet sur le long terme, déjà avec des investisseurs qui tiennent 2-3 ans ou avec d'autres clubs qui apparaissent, qui disparaissent et qui vont rien faire. Et pour finir, il y a toujours cette insécurité. Tu peux pas avancer avec cette insécurité. Pour revenir, il y a 2 semaines, le préparateur physique de la Vinotinto s'est fait assassiner à Maracaibo pour une question d'argent. Donc, tu vois, tu peux pas continuer hors du terrain à penser football quand il y a ce genre de choses qui arrivent en étant connu sur le terrain. Donc, je rejoins totalement Nicolas sur l'avenir. À part la sélection, je vois mal comment ça va se décanter. Eh ben, je trouve que c'est une bonne manière de conclure, puisque c'est aussi à peu près la conclusion de Ricardo. Puisque Ricardo, quand je lui demande quelle note d'espoir il a pour le football, eh bien, comme tu le dis, toi, tu dis que vous dites tous les deux que la note d'espoir, elle se passe au niveau national, que c'est la sélection qui donne de l'espoir au football vénézuélien. Et Ricardo, lui, va même encore plus loin, puisqu'il rappelle qu'il n'y aura pas d'espoir dans le football vénézuélien, tant que le pays n'ira pas mieux, et que tout ce qu'il souhaite, avant même le football, c'est le bien du pays, et c'est que le pays se relève. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'on a éclairci un sujet très intéressant, qui est le football vénézuélien actuel, avec ces petits clubs que l'on voit apparaître, disparaître. Nous, on les voit surtout en Copa Libertadores. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi, Simon. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 7e émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis!